quel est notre souvenir de la France du XIXe siècle? Comme tous les siècles, c'est généralement une mosaïque et une ambiance esthétique, produite de dizaines d'œuvres. Ce sont d'abord celles des grands noms de la littérature, comme Chateaubriand, Balzac, Hugo, Flaubert ou Dumas, et ensuite celles des peintres, à savoir Delacroix, Courbet, Millet, Monet, Cézanne ou Gauguin. Si cette mosaïque reste dans nos têtes, c'est surtout grâce, ou à cause, des cours de français au collège et au lycée qu'ont reçus, ou subis, des générations d'élèves français. Mais si l'éducation nationale parvient effectivement à imprimer dans nos cervelles le XIXe siècle artistique, ce n'est généralement pas le cas pour le XIXe siècle politique. En effet, en dehors des historiens, très peu de nos contemporains se souviennent de la Restauration, de la monarchie de Juillet ou du Second Empire, ou n'en ont qu'un très vague souvenir. Et pourtant, l'histoire politique et institutionnelle du XIXe siècle est fondamentale pour comprendre nos institutions et notre vie politique actuelle. C'est pourquoi, aujourd'hui, je vais vous parler d'un petit ouvrage qui prétend justement relater cette histoire de manière simple mais rigoureuse, à savoir La France au XIXe siècle de Guillaume Cuchet. Ce livre est publié chez Calypse, une jeune maison d'édition, dans la collection Une très brève histoire, qui cherche à réunir, je cite, des synthèses pour se mettre les idées au clair ou des introductions avant d'aller plus loin, des ouvrages exigeants sur le fond et faciles à lire dans la forme, et des spécialistes reconnus qui s'adressent à tous. Et effectivement, le livre ne fait que 112 pages au petit format. L'auteur est Guillaume Cuchet, professeur d'histoire contemporaine à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Il est spécialiste d'histoire religieuse du XIXe siècle en France. Il a notamment publié en 2020 une histoire du sentiment religieux au XIXe siècle. Donc, si l'auteur n'est pas formellement spécialiste de l'histoire politique et institutionnelle du XIXe siècle, il n'en est pas moins un très bon connaisseur, reconnu par le monde académique. C'est généralement un bon profil pour écrire de courtes synthèses sur un sujet historique. Lisons donc la 4e de couverture qui nous offre à la fois le résumé et la problématique de l'ouvrage. Dans la France du XIXe siècle, les régimes politiques se succèdent comme des dynasties royales. Restauration, 1814-1830, monarchie de Juillet, 1830-1848, Deuxième République, 1848-1851, Second Empire, 1852-1870, et Troisième République, 1870-1940. Avant cette dernière, aucun régime ne dure plus de 18 ans. La Troisième République elle-même aurait bien pu confirmer la statistique en disparaissant avec la crise boulangiste. Bref, au XIXe siècle, les régimes passent plus vite que les hommes, qui sont en position d'en connaître plusieurs dans leur existence, jusqu'à 6 potentiellement. De là, 2 questions auxquelles cette synthèse d'une étonnante actualité tâche de répondre. Pourquoi une telle instabilité? Et pourquoi cette stabilisation sous la Troisième République? C'est très clair et concis. Nous sommes donc face à un livre qui relate l'histoire politique et institutionnelle de la France au XIXe siècle, en se focalisant sur l'enchaînement des régimes politiques. C'est pourquoi il interroge les raisons de cette instabilité institutionnelle et, à l'inverse, la stabilisation sous la Troisième République à la fin de la période. C'est donc d'abord de l'histoire événementielle, centrée sur les événements, leurs causes et leurs conséquences, orchestrant la valse des régimes politiques. Ce livre de 112 pages inclut 7 chapitres précédés d'une introduction et suivis d'une conclusion. Chaque chapitre correspond à un régime, suivant le découpage classique. Le premier chapitre, la première restauration et les 100 jours, 1814-1815, sert également de mise en contexte, revenant sur les conditions de la chute et du relèvement provisoire de l'Empire napoléonien, ainsi que du retour des Bourbons en France. Il fait notamment le point sur ce qui est conservé de la Révolution française de l'Empire, ou, au contraire, des volontés contre-révolutionnaires. Les 2 derniers chapitres sont consacrés à la Troisième République. Le 6e est dédié à la période de flottement, où la majorité de la Chambre des députés est monarchiste, suite à la défaite de Napoléon III pendant la guerre franco-prussienne de 1870. Le 7e chapitre, intitulé La République au pouvoir, 1879-1889, décrit la période entre l'élection de Jules Grévy, comme président de la République, et la résolution de la crise boulangiste lors de l'année centenaire de la Révolution française. Encore une fois, c'est un découpage tout à fait classique. Le livre relate donc l'histoire d'un court XIXe siècle entre 1814 et 1889, c'est-à-dire 75 années marquées par l'instabilité institutionnelle. L'enjeu central de la vie politique est alors le choix de la forme du régime et la légitimité politique dont elle découle. Cette période est le fruit de l'incertitude politique et idéologique ouverte par la Révolution française. En effet, le XIXe siècle semble reproduire sur 75 ans l'enchaînement des régimes qui se sont succédés pendant les 26 ans qu'ont duré la Révolution et l'Empire. Rendez-vous compte, 6 régimes politiques se succèdent sur la durée d'une seule vie humaine.
On aurait pu penser qu'une telle succession ait nourri un fort scepticisme en matière politique et constitutionnelle, mais force est de constater que non. La foi politique est perpétuellement ressurgissante au XIXe siècle, plus que son homologue religieuse. De là à penser que cette durée moyenne de 15 à 20 ans, entre chaque changement de régime, n'est pas le fruit du hasard, mais correspond à un phénomène structurel, le temps qu'il faut à la jeune génération pour oublier les désillusions de la précédente et prendre la relève des vaincus dans son propre camp, il n'y a qu'un pas. Cette instabilité illustre en tout cas la difficulté qu'a eu la France, après le choc de la Révolution, à trouver son port politiquement, pour reprendre une expression célèbre de François Furet. C'est seulement dans les années 1880 que se stabilise la vie politique française autour des institutions parlementaires de la Troisième République. Les titres et sous-titres du livre prennent ainsi tout leur sens. La France au XIXe siècle, l'onde de choc de la Révolution. Pour parvenir jusqu'à un régime stable, le pays, devenu un véritable laboratoire politique, a fait plusieurs essais en reprenant dans l'ordre, mais à chaque fois plus longuement, des formules étrennées sous la Révolution, inspirées d'exemples étrangers, anglais ou américains, ou imités de l'Antiquité. Monarchie constitutionnelle, une première fois en 1789-1792, puis une seconde fois en 1815-1848. République, d'abord en 1792-1799, puis en 1848-1851. Consulat, en 1799-1804, puis 1815-1852. Empire autoritaire, en 1804-1814, puis en 1852-1869. Empire libéral, pendant les séjours en 1815, puis en 1869-1870, comme s'il avait fallu s'y reprendre à 2 fois pour aboutir. Ainsi, l'enjeu central de la période, c'est-à-dire l'objectif commun à tous les régimes, est bien d'achever la Révolution française, d'enfin trouver une formule politique stable. Mêlés à la question du régime, d'autres enjeux importants parcourent la période. Les 2 principaux sont la question religieuse, c'est-à-dire la place de la religion en général et de l'Église catholique en particulier dans la vie sociale et politique du pays, et la question sociale, c'est-à-dire la répartition des richesses et donc les rapports entre riches et pauvres. Le positionnement de chaque régime sur ces questions est en effet déterminant dans son sort historique, sa fondation, son apogée et sa chute ou sa résilience. En parallèle, 2 autres thématiques secondaires parcourent le livre, à savoir la politique étrangère européenne et la colonisation. Guillaume Cuchet met en évidence des logiques globales dans ces 2 domaines, allant au-delà de chaque régime. Cela ne signifie pas que la France tient exactement la même ligne pendant tout le XIXe siècle, mais seulement que les ruptures institutionnelles ne marquent pas nécessairement des ruptures en politique étrangère ou coloniale. Enfin, le livre s'achève sur la crise boulangiste en 1889. Celle-ci est provoquée par la montée dans l'opinion publique du très populaire général Boulanger, exigeant une réforme constitutionnelle de la République parlementaire. L'auteur décrit pourquoi cette crise est surmontée par la Troisième République, alors qu'une telle crise aurait pu renverser les précédents régimes. Quelle force avait la Troisième République qui manquait donc aux autres régimes? Pour Guillaume Cuchet, cette force est son enracinement. En 1889, la République est bien installée dans les régions. Les contestataires boulangistes sont avant tout parisiens, tandis que les parlementaires s'appuient sur leur base provinciale, urbaine ou rurale. De plus, grâce aux aménagements de la capitale, entamés sous le Second Empire par le baron Haussmann, et la répression de la Commune de Paris en 1871, les boulangistes ne pouvaient pas compter sur des émeutes parisiennes capables de renverser le gouvernement par la force, à savoir les fameuses barricades qui avaient renversé les monarchies constitutionnelles en 1830 et 1848. Néanmoins, la crise boulangiste provoque une réaction du régime, le conduisant à affirmer une conception ultra-parlementaire du pouvoir, rejetant tous les opposants, les traitant comme des anti-républicains infréquentables. Les décennies qui suivent l'année 1889 voient donc se former un bloc central, dit de la concentration républicaine. Il s'oppose au rejeton du boulangisme, repoussé aux extrêmes, à gauche les socialistes et à droite les nationalistes. Ainsi, la concentration républicaine est l'ancêtre, en termes de positionnement et de rhétorique, de l'autoproclamé arc républicain d'Emmanuel Macron. En réaction, les forces opposées au pouvoir en place entrent dans une politique et une rhétorique anti-système. Au lieu de chercher à négocier, à réformer et à infléchir le régime selon leurs idées, ils vont plutôt entrer avec lui dans une confrontation radicale en tenant un discours farouchement anti-parlementariste, mais qui n'aboutit pas à une révolution ou un coup d'État, faute de soutien suffisant. Même sans révolution, les différences culturelles et les tensions politiques et sociales restent très fortes dans le pays,
comme le montrent toutes les crises et les mouvements sociaux de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle, telle l'affaire Dreyfus en 1898-1899 et la grève suite à la catastrophe de Courrières en 1906. La victoire définitive des Républicains à partir de 1879 est donc à relativiser. Pour se faire accepter dans les campagnes, les Républicains ont largement lâché les revendications sociales que portait pourtant la Deuxième République. Afin de rallier leurs troupes et étendre leur base à gauche auprès des radicaux, les Républicains dits opportunistes ont alors fait de la surenchère sur des thématiques idéologiques, à savoir l'anticléricalisme et la laïcité. En faisant ainsi, les Républicains décalent le centre des enjeux politiques, l'éloignant d'un côté de la question sociale et de l'autre de la question du régime. Mais par conséquent, la Troisième République devient avant tout un régime conservateur et libéral sur le plan économique et démocratique, s'appuyant sur la bourgeoisie et des réseaux de notables locaux. Dans l'ensemble, le progressisme est cantonné aux questions religieuses et culturelles, portées par les libéraux ou les radicaux au sein uniquement de la concentration républicaine. La victoire de la Troisième République est en réalité la victoire d'Adolphe Thiers, son premier président, qui disait « La République sera conservatrice ou ne sera pas ». En outre, la victoire des Républicains est également la défaite des droites de l'époque, légitimistes, orléanistes et bonapartistes, incapables de proposer, et surtout d'imposer, un prétendant au trône et une alternative constitutionnelle. De plus, la stabilité de la Troisième République est surtout celle du Parlement et de l'administration. Le pouvoir exécutif y est faible, les cabinets ministériels changent fréquemment au gré des majorités parlementaires. Mais le personnel politique demeure. Autrement dit, les têtes des ministères varient, mais elles sont toutes issues du même sérail, à savoir les parlementaires de la concentration républicaine. C'est à la fois une faiblesse, parce que le gouvernement est instable, mais c'est également une force, parce que le régime s'adapte facilement aux crises, c'est-à-dire aux victoires et aux défaites de telle ou telle nuance politique. Par conséquent, il faut reconnaître que d'un côté la victoire des républicains est à relativiser, mais de l'autre que le régime républicain est bel et bien stable, en tout cas plus que ses prédécesseurs. Comme l'écrit Guillaume Cuchet, à partir des années 1880, la discussion constitutionnelle va passer tendanciellement de la question de la forme, républicaine ou non, du régime, à celle de sa nature, plus ou moins parlementaire et libérale. De ce point de vue-là aussi, le boulangisme est un tournant. Guillaume Cuchet ne l'écrit pas directement, mais je crois que cette stabilité marque surtout l'enracinement de la légitimité nationale et populaire dans l'esprit des Français. J'entends par là que la légitimité du pouvoir ne vient plus de l'origine dynastique du monarque, du charisme personnel ou de l'élection divine, mais de la nation assimilée au peuple. Cette conception du pouvoir, formulée par la Révolution de 1789, trouve enfin une incarnation institutionnelle stable en 1879, approuvée ou au moins acceptée par le peuple français dans la décennie suivante. En conclusion, ce livre est une bonne synthèse sur l'histoire politique et institutionnelle de la France au XIXe siècle. Il est donc exactement ce qu'il prétend être. En une centaine de pages, il relate ces événements de manière simple mais rigoureuse. Il répond à la problématique annoncée en quatrième de couverture. Ainsi, selon moi, l'objectif de la collection, une très brève histoire, est rempli. Toutefois, bien que l'ouvrage se veuille facile à lire, il exige quand même un niveau de culture générale et un vocabulaire historique que je qualifierais de moyen. Je vous rassure, le livre n'est pas compliqué à lire. Seulement, il faut avoir quelques notions en tête pour bien le comprendre, telles que la gauche, la droite, la monarchie, la république, etc. Toutes les références un peu pointues se comprennent très bien grâce aux explications de Guillaume Cuchet ou grâce au contexte. Mais voilà, ça reste un livre d'histoire, une synthèse exigeante sur le fond, donc il faut rester un minimum attentif à la lecture. Y a-t-il un parti pris de l'auteur? Si oui, il n'est pas évident. Globalement, à la lecture, Guillaume Cuchet suit les lignes habituelles chez les professeurs d'université. Il est plutôt pour la stabilité des institutions, au moins formellement, contre leurs perturbations. Il est pour le dialogue, contre la violence, pour le développement économique et social de tous, contre la stratification sociale. Bref, c'est un discours centriste, social-libéral tout à fait classique, inodore et incolore. Néanmoins, j'ai l'impression qu'il apporte une petite coloration chrétienne, notamment dans son approche de l'Église catholique et de l'anticléricalisme. C'est vraiment léger, mais j'ai remarqué deux choses. D'un côté, il valorise la liberté religieuse des catholiques contre l'anticléricalisme militant et politicien des républicains opportunistes. De l'autre, il n'insiste pas sur les prises de position conservatrices, voire contre-révolutionnaires, du clergé français pendant le Xe siècle. Mais je répète que c'est très léger. Il faut avoir une certaine culture historique sur le sujet pour la sentir, à moins que ce soit juste moi qui me fasse des films. Globalement, Guillaume Cuchet a donc un discours positionné au centre-droit. Ce n'est pas un problème, puisque c'est ce qu'on attend d'une courte synthèse
ou d'une introduction à un sujet historique sans autres ambitions. Pour découvrir une période et un thème en histoire, c'est généralement plus facile quand l'auteur l'aborde avec un point de vue se voulant, entre guillemets, neutre, consensuel ou encore non engagé. Est-ce que je recommande la lecture de ce livre? Oui, si vous cherchez une courte synthèse ou une introduction à la France du XIXe siècle. Il remplit parfaitement son office, mais ne vous attendez pas à plus en une centaine de pages. Si vous voulez aller plus loin, l'auteur propose une bibliographie succincte, en 2 pages, où il indique l'intérêt de chaque ouvrage en quelques mots. Pour l'essentiel, ce sont des livres consacrés à chacune des périodes, auxquelles s'ajoutent quelques biographies, celles de Napoléon III et d'Adolphe Thiers, et des ouvrages thématiques. Personnellement, cette lecture a constitué ma découverte des éditions Calypse et de la collection Une très brève histoire. J'en retiens une très bonne première expérience. À l'avenir, j'espère lire de nouveau de très brèves histoires de cette qualité dans cette collection. Merci à tous pour votre écoute, cette vidéo est à présent terminée. Aujourd'hui c'était une vidéo plus courte avec un montage plus léger. Mon objectif était de présenter l'ouvrage et ses qualités, plutôt que d'en faire un compte-rendu et une longue critique argumentée. Pour ne pas rater la suite et pour encourager la nouvelle chaîne, je vous suggère de vous abonner. Et si vous avez aimé la vidéo, laissez un petit j'aime et un commentaire, et surtout partagez-la pour mieux la faire connaître, et surtout faire connaître le livre présenté aujourd'hui. Vous pouvez également me suivre sur X, anciennement Twitter, pour continuer à échanger. Bref, j'arrête de parler, je vous dis à bientôt, salut à tous.